Tout le monde, on est prêt pour le live. Alors vous avez un petit diaporama qui tourne en attendant, fourni par BenQ pendant qu'on attend que tout le monde se connecte. Voilà. Je vois dans la partie questions que vous êtes beaucoup à dire bonjour, c'est cool. Donc on va attendre encore 3-4 minutes avant de démarrer. Mais c'est bien de voir déjà que vous êtes aussi nombreux. On a déjà 80, je vois 88 participants. C'est super. Bonsoir, hello, bonjour. Bon. Alors, je sais pas si c'est un chat ou si c'est pas. Voilà, là pour l'instant, ça se transforme un peu en chat. Normalement, c'est fait pour poser des questions, cette partie-là. Enfin, je crois, de ce que j'ai compris. Ah. Bah écoutez, je vais en profiter pour. Qu'est-ce que je peux dire pendant ce temps-là? Ce sera une partie qui sera enlevée dans l'enregistrement, a priori, je pense. Donc, ce que je peux faire, c'est que bah déjà, je voulais juste dire un truc vis-à-vis de BenQ. Je sais qu'il m'écoute, mais c'est pas grave. C'est que c'est plutôt cool et c'est rare quand même qu'il y ait une marque qui, plutôt que de vouloir mettre en avant leurs produits, disent on va mettre en avant les créateurs de contenu qui sont dans notre domaine. Et donc quand ils m'ont dit bah, on aimerait bien que tu fasses un webinar, et il y en a d'autres créateurs de contenu qui font des webinars dans d'autres pays d'Europe aussi avec BenQ, bah, je trouve ça cool parce que du coup ils créent des opportunités pour qu'on fasse des contenus. Là, c'est du contenu un peu premium entre guillemets et, et c'est grâce à BenQ, donc je trouve ça plutôt cool en fait. Alors qu'on n'est pas censé parler de leurs produits en fait pendant la présentation, à part ce que vous voyez là. Donc voilà, je trouvais ça juste cool et je voulais juste leur dire merci pour ça. Et du coup, moi, je vais parler un petit peu de leurs produits quand même s'ils ne m'ont pas demandé. Je voulais juste vous montrer parce que alors BenQ m'a envoyé un deuxième écran qui est similaire au premier écran que j'avais testé sur ma chaîne, mais qui est cette fois-ci la version Full HD, qui n'est pas la version 4K, mais c'est vraiment exactement le même modèle, mais en version Full HD. Et donc du coup, je vais le tester prochainement. Ça me permettra de comparer vraiment 4K et Full HD sur un même écran pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en attendant, ça m'a permis de faire un setup plutôt sympatoche. Tidi. Voilà. Donc ça, c'est mon écran où j'ai tous mes trucs de contrôle et tout, et puis mon chronomètre. Et ça, c'est votre écran. Donc comme ça, je peux vraiment piloter les deux. Pour les lives, c'est quand même vachement pratique. Hop là, je vais essayer de pas donner trop de coups dans le micro. Mais pour les lives, c'est quand même vachement pratique d'avoir la fenêtre du live et puis à côté la. Attendez, je vais se mettre droit le truc quand même. Tac. Et à côté la fenêtre un peu commentaire et tout ça quoi. Ouh là là, c'est bon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre encore? Encore une minute ou deux. Vous inquiétez pas si je suis un peu rouge, j'ai essayé d'atténuer ça dans les paramètres de la webcam, mais j'étais en train de. Apparemment, on ne voit pas ton écran de partage. Ah, attends, on me dit qu'on ne voit pas mon écran de partage. Hop, hop, hop. Normalement, il est bon. Moi, je le vois. Attention. Bon, seulement ta caméra. Vous voyez mon écran de partage ou pas? Est-ce que vous voyez l'écran avec le petit slide BenQ qui passe? Voilà, je vois les deux. Il y a l'écran. Ok, bon, ça marche, ça marche. Très bien. Donc, juste pour terminer sur ça, hier, je suis parti tourner un quart d'heure photo à la montagne. Je m'attendais à être un peu dans la forêt et normalement, la météo était un peu nuageuse avec quelques éclaircies. En fait, il a fait grand soleil et j'étais dans la neige et pas dans la forêt du tout. Et donc, j'ai cramé et j'ai pas pris de crème solaire. Donc, voilà. Mais j'ai pu photographier des trucs de malade et je pense même qu'on en fera 2 quarts d'heure photo tellement il y a de trucs à vous montrer. Voilà. Allez, c'est tout pour les petites infos. Je vais arrêter l'écran de ça et puis on va passer tout de suite à notre webinaire. Donc, c'est parti. Je garde les questions pour plus tard. Je vais les fermer là. Et bonjour tout le monde. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié à la photo de paysage et en particulier à la photo de coucher de soleil. Et je voulais commencer en vous expliquant un petit peu quelle est ma démarche. Donc, pour l'instant, ça se passe sur la webcam là, puis après ça, on passera sur l'écran. Si vous voulez agrandir la webcam pendant quelques minutes, vous pouvez. Donc, je voulais commencer par vous expliquer un petit peu quelle est ma démarche photo. La plupart d'entre vous le savent, mais c'est vrai que je ne le répète pas souvent sur ma chaîne. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne suivent pas ma chaîne qui sont ici au webinar, donc bienvenue à eux. Ma démarche photo, elle est d'essayer de reproduire ce que mon cerveau a enregistré d'une scène. Parce que, typiquement, en gros, le RAW que va capturer votre appareil photo, c'est quasiment ce que vos yeux auraient vu en faisant
une seule capture comme ça. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Quand vous êtes devant un coucher de soleil, vous allez rarement vous dire, je me retourne, hop, j'ai vu le coucher de soleil et je repars. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, en vrai, vous y restez 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure des fois, et pendant tout ce temps-là, votre cerveau va enregistrer des informations différentes. Vous allez profiter des nuages et regarder à quel point le ciel est magnifique en percevant toutes les nuances de couleurs. Vous allez regarder du côté du soleil, là où c'est brillant, évidemment pas en plein dans le soleil, mais donc dans l'ensemble, vous allez regarder les zones très claires et percevoir plein de détails dans les zones très claires. Et puis à côté de ça, vous allez profiter, je ne sais pas, vous êtes à la plage, il y a des rochers devant vous, vous allez profiter un petit peu de cette magnifique lumière qui tombe sur les rochers et bien les regarder. Donc vous allez regarder intensément les zones sombres et du coup capturer et enregistrer des détails dans les zones sombres. Et ça, votre capteur, il ne le fait pas parce que votre capteur, lui, ce qu'il fait quand il prend la photo, il fait hop et puis c'est tout. Il expose un coup et c'est fini. Et vous, en fait, votre cerveau va prendre ces différentes informations que vous avez eues à des temps différents et il va les compiler pour vous créer votre souvenir. Donc c'est ça que j'essaie de reproduire le plus possible en photo. Donc ça vaut pour les couleurs, ça vaut pour les contrastes, ça vaut pour les lumières, euh, les détails dans les ombres, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on va aborder cette session. Euh, et donc je vais vous expliquer comment ça se fait que je ne retouche pas toutes mes photos de paysages de la même manière. Donc pour vous donner une petite intro, j'ai pris ce panorama ici, un grand panorama qui était pris à Los Angeles. Et donc si vous voyez un petit peu, on a le coucher de soleil là-bas et on est à peu près sur une zone de 180 degrés entre là et la partie tout à gauche. Donc ce qui va m'intéresser, moi, c'est de regarder exactement comment on perçoit les choses sur chaque zone de ce panorama. Parce qu'en fait, c'est ça la variable. La variable, c'est l'angle que vous avez par rapport au soleil lors du coucher de soleil. Donc, si je commence à me rapprocher un petit peu, hop, et que je vais du côté du soleil couchant, si on se met face au soleil. Si on zoome encore plus, en se mettant face au soleil, quand on utilise un téléobjectif, par exemple, j'utilise un téléobjectif sur la mer, vous voyez qu'en gros, tout est à peu près de la même couleur, tout est dans les tons chauds, il y a très peu de contraste, et on n'a quasiment aucun détail dans les ombres. On voit les buildings là-bas, il y a zéro détail, on est vraiment sur des ombres chinoises, sur du contre-jour. On va dézoomer un petit peu. Si je prends un angle un petit peu plus grand, toujours face au soleil, on peut commencer à voir que devant, ici, quand on est un petit peu plus loin, on a un petit peu plus de détails dans les ombres. Là, on n'en voit toujours pas trop. Si je zoome encore dessus, hop, on voit toujours pas trop de détails dans les ombres. Mais au fur et à mesure que je descends, on commence à percevoir un petit peu de détails dans les ombres. On a toujours cette espèce de voile, alors qui est aussi en partie due à la pollution de Los Angeles, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais dans l'ensemble, on a toujours cette espèce un petit peu de voile lumineux, qui est dû aussi au fait que nos yeux, quand ils voient une scène avec une lumière très forte, on va quasiment jamais regarder cette lumière directement en face. Et donc, du coup, on va la voir un peu sur le côté. Donc, ça va un petit peu voiler notre scène. Essayez vraiment d'enregistrer comment vos yeux regardent. Quand vous êtes sur les lieux de la photo, ou même quand vous êtes en voiture en train de conduire et qu'il y a une belle lumière, etc., essayez toujours de vous demander, OK, qu'est-ce que mon cerveau enregistre maintenant? Qu'est-ce que mes yeux voient? Et donc, du coup, comment je pourrais retranscrire ça en photo? Donc voilà, ça c'est le premier élément. Quand on est face au soleil, vous avez compris un petit peu les différents éléments qu'on va avoir. Ensuite, on va avoir, au niveau facile, l'opposé. Quand on est opposé au soleil, ici on voit que c'est complètement différent. Le ciel est bleu, et il est plus complètement jaune, orangé comme il y avait de l'autre côté. Et quand on regarde un petit peu les maisons, par exemple ici devant là, ou les buildings, vous voyez qu'on voit très bien les détails dans les ombres, très bien les détails dans les hautes lumières. Et qu'on a aussi d'ailleurs en termes de couleurs, des hautes lumières qui sont clairement chaudes et des ombres qui sont clairement froides. Là, on a vraiment un building qui doit être à peu près blanc, j'imagine, ou là, on en a un qui est plutôt blanc. On voit ici qu'on est plutôt dans l'orangé sur les hautes lumières et on voit clairement qu'on est dans le bleu dans les ombres. Donc ça permet vraiment de bien comprendre comment la lumière et les ombres se comportent quand on est face au soleil. Et si on revient de l'autre côté, on n'était pas du tout dans ce cas-là en fait. Quand on revient de l'autre côté ici, vous pouvez voir les différents côtés des buildings, ils sont tous dans la même teinte, ils sont tous dans des teintes vraiment chaudes, quoi. Donc, c'est un détail important à prendre en compte. Quand on regarde les couleurs, ici, les couleurs sont beaucoup plus saturées. On a plus de contraste.
Là, on est sur une scène. Alors là-bas, on voit, c'est quand même la pollution qui limite pas mal. Mais si on se rapproche, on voit ici qu'on a énormément de contraste, énormément de couleurs, énormément de saturation. Donc, on va jouer sur ces éléments-là de toute façon quand on va se rapprocher de l'opposé du soleil. Et puis enfin, on a la partie qui est moins évidente, un petit peu plus délicate à gérer, qui est l'entre-deux. C'est-à-dire, si vous mettez un petit peu sur le côté du soleil, alors ça peut être à 90 degrés, hein, par exemple ici, c'est quand même rare, mais ça peut arriver. Ce qui est souvent intéressant, c'est d'être un petit peu à côté du soleil, comme là. Et là, on a un petit peu justement cet entre-deux. Donc vous voyez que sur la droite de l'image, on est encore très voilé, très chaud, mais si on va sur la gauche de l'image, ici, les températures de couleur sont beaucoup plus vers le froid. On a plus de contraste à gauche qu'à droite. On a moins de voile à gauche qu'à droite. Le ciel lui-même, il est bleu à gauche, il est jaune à droite. Donc vous voyez vraiment qu'en fait, cette fois-ci, il va falloir s'occuper de notre photo, mais en traitant vraiment les deux côtés, limite séparément. Donc voilà, voilà comment on va procéder, et donc on va prendre quelques photos d'exemples pour ça. Donc je vais aller dans mon catalogue Lightroom, créé spécialement pour l'événement. Je vais juste vérifier dans le chat que ça va. Hop, 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 hop. Ok, j'ai juste des questions, mais là, a priori, c'est bien. Ok, très bien. Donc ici, si je vous les montre en plein écran, attendez, je ne suis pas du bon côté. Voilà. Là, on est clairement dans le cas face au soleil. Donc, face au soleil, on a une température chaude sur toute l'image. On n'a pas de détails du tout dans l'ombre, parce que là, on est sur une photo prise au téléobjectif. On est vraiment sur du contre-jour. Voilà. Un autre exemple, ici, on est face au soleil toujours, mais cette fois-ci, on a utilisé un angle beaucoup plus grand, à peu près 35 mm. Ce qui fait qu'on a effectivement du chaud sur toute une partie de l'image, notamment là où il y a du voile qui va diffuser. Mais par contre, sur le haut de l'image, on a des températures de couleur beaucoup plus froides. On est plus dans les tons bleus parce que le ciel en lui-même, quand on a un lever de soleil, c'est un lever de soleil en l'occurrence, mais ça marche pareil pour les couchers de soleil, on a une gradation évidemment des couleurs qui vont du chaud jusqu'au bleu. Ici, on en a encore un autre. Alors, cette fois-ci, on a le ciel qui est un petit peu bleu parce qu'en fait, le soleil part derrière. Donc, en fait, cette zone commence à être complètement dans l'ombre. Donc, on est un petit peu froid. Mais tout le reste de la photo est globalement dans des teintes uniformes. Et encore une fois, plus on se rapproche du soleil là-bas en zoomant, moins on a de détails dans les ombres. Et plus on se rapproche de nous, plus on a de détails dans les ombres. Dernière photo avec le soleil en face. Là aussi, on peut constater qu'il y a voilà, des teintes très homogènes, tout est chaud dans l'image, c'est un petit peu voilé, etc. Et puis là, un cas de figure un petit peu particulier, on la retouchera cette photo-là tout à l'heure pour vous montrer rapidement. Cette fois-ci, c'est un peu particulier parce que le soleil, il est bien en face de nous, mais il est voilé par des nuages. Et on a donc quand même une scène face à la lumière quelque part, mais où la lumière va se refléter sur les nuages, et les nuages vont diffuser d'une autre manière la lumière et les couleurs, donc on la traitera un petit peu différemment. Là, on est dans le cas à 180 degrés. Clairement, ici, le soleil, il est derrière, donc on a, vous pouvez voir un petit peu à disposition des ombres, là j'ai l'ombre du rocher, si on voit le buisson qui est là ici, on voit que l'ombre elle est là ici, donc le soleil est derrière un peu sur ma droite, quoi, en gros. Et donc ici, on constate que c'est complètement différent des photos précédentes. On n'a pas une teinte homogène dans toute l'image, on a clairement un gros contraste de couleurs en fait entre le ciel et les ombres et les parties chaudes, les parties éclairées par le soleil qui sont beaucoup plus chaudes. Donc ça, c'est vraiment un traitement différent. Hop là, je vais dézoomer quand même. Autre photo prise de face. Là aussi, c'est un lever de soleil. Donc on voit clairement ton chaud dans les hautes lumières, ton froid dans les basses lumières. Hop là. Ah non, je n'étais pas dézoomé sur la précédente. Ah bah si. Ici, c'est pareil, gros contraste de couleurs. Et puis ici, on est sur des cas où justement, on est sur le côté. Là, on peut deviner clairement que le soleil, il est sur la droite de l'image, mais il n'est pas présent dans le cadre. Et donc, on a cette espèce de, on va dire, de diagonale qui fait varier du chaud vers le froid, du peu contrasté vers la zone contrastée, du pas beaucoup de détails vers plus de détails, etc., etc. Donc ça va être plus technique à retoucher comme photo.
Ici, bah, c'est un des exemples où j'étais quasiment à 90 degrés par rapport au soleil. Et ici, du coup, c'est un petit peu plus simple, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut faire, c'est moins exagérer comme on fait sur les autres, moins renforcer le côté voilé et chaud, moins renforcer le côté froid et contrasté, mais jouer un petit peu sur les deux tableaux. Là, c'est quelque part un peu plus simple parce qu'on va retoucher à peu près toute la photo pareil. Et puis, encore un autre exemple pour montrer que ça peut aussi marcher en noir et blanc sur la question des contrastes, par exemple. Voilà. Donc, on va passer à la partie retouche. Vous avez vu la photo de coquelicot tout à l'heure, bah, le RAW, il était comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot. Tiens, j'ai pas lancé mon chrono, je vais lancer mon chrono en même temps. Comme ça, je sais qu'il me reste à peu près une demi-heure avant qu'on passe aux questions-réponses. Je refais juste un petit check pour voir si tout va bien. A priori, tout va bien. Ok, on boit un petit coup et puis après, on attaque. Ok, alors, cette photo a été prise en... Alors, j'ai fait un HDR pour avoir plus de plage dynamique sur ma photo, peu importe, ça ne change rien. Le RAW ressemble à peu près à ce que vous auriez avec un RAW traditionnel. C'est juste que j'ai plus de latitude dans les retouches de la photo. Hop, alors on va se mettre en développement, parce que je crois que vous aviez une photo un petit peu moins détaillée si j'étais pas dans le développement. Donc, première chose, on va recadrer un peu parce qu'on a un peu de blanc sur les bords de l'image. On fait ça juste très rapidement. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer un petit peu ce qu'on avait sur place, la scène. Donc ça, c'est typiquement le genre de scène où le ciel est joli. Donc, quand le ciel est très joli, on baisse les hautes lumières pour récupérer à peu près ce qu'on voyait dans le ciel. C'est-à-dire, moi, comme le ciel était beau, j'ai passé du temps à regarder le ciel, donc j'ai perçu beaucoup de détails dans le ciel. Le premier plan, évidemment, était très beau, donc j'ai passé du temps à le regarder, donc j'ai perçu beaucoup de détails, je veux dire beaucoup de pétales, beaucoup de détails dans le premier plan. Là, on est vraiment dans un cas où on peut le faire quasiment à l'extrême, on peut faire moins 100 plus 100, c'est un petit peu extrême, on va atténuer ça quand même petit à petit, vous allez voir. Ensuite, maintenant qu'on est là, comme si vous vous souvenez ce qu'on a dit juste avant, normalement, on devrait avoir une teinte relativement chaude et uniforme sur toute la photo. Alors pourquoi mon RAW, il est plutôt froid? Bah, parce que mon appareil photo, justement, comme il était en train de prendre en photo une scène qui était toute jaune-orangée, il s'est dit, ma balance des blancs a un problème, je vais la rectifier pour avoir une balance des blancs plus équilibrée, avec du bleu, avec du chaud, etc., vu que j'étais en balance des blancs automatique. Donc la première chose que je vais faire, c'est essayer de remettre la balance des blancs comme elle était. Alors, c'est assez difficile de bien placer une balance des blancs, je trouve. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire un point blanc, on ne peut pas se dire, bah tiens, j'en sais rien, le toit de la grange là-bas, c'est du gris, parce que de toute façon, comme la scène était chaude à ce moment-là, les objets blancs n'étaient pas blancs, ils étaient blancs chauds, quoi. Donc, une petite technique que j'utilise pour bien retoucher la température, c'est que je booste la saturation à fond. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va revenir après. Pardon pour les coups dans le micro. Donc, on va rebooster un peu la température. Et là, ce que je vais regarder essentiellement, c'est le ciel. Parce que si je booste trop le ciel, vous voyez que ici, mon bleu du ciel, il devient verdâtre, bleu jaune, un peu crade. Et c'est vraiment pas terrible. C'était pas comme ça dans le vrai ciel. Il y avait une partie vraiment bleue, alors pas bleu pétante, mais quand même bleue, et le soleil évidemment était plus chaud. Si par contre je vais aller à l'extrême opposé, là j'ai un tout petit peu de chaud au niveau du soleil, mais quasiment tout le ciel est bleu, donc ça va pas. Donc en réalité, on va essayer de trouver cet entre-deux. Notamment ici, je vois qu'on a du jaune orangé à l'horizon qui petit à petit, graduellement va vers le bleu. Ça me plaît pas mal. Je vais voir, pour en mettre encore un petit peu. Je surveille le bleu là-haut, qui est pas trop mal. Et pour moi, là, on est plutôt bien en termes de température de couleur. Souvent, je rajoute un tout petit peu de magenta. Il faut faire vachement gaffe avec le magenta. Si on en rajoute trop, ça donne des ambiances un peu violet, pas du tout naturelles. Mais il y en a un tout petit peu en fait dans les couleurs de coucher ou de lever de soleil, donc je vais en mettre un tout petit peu. Hop là, vraiment légèrement, voilà, quelque chose comme ça. Ok, on va faire plaisir aux yeux et remettre la saturation à 0. Alors, on est plutôt pas mal sur la partie couleur normalement. Ça s'est rafraîchi, on va dire, parce qu'on a baissé la saturation, mais on va retravailler la couleur ensuite. On en remettra de la saturation, évidemment. On va s'occuper un petit peu des blancs, des noirs de l'exposition. Pour moi, l'exposition ici, elle est trop sombre. En réalité, il y avait
lumière assez fraîche. Donc, pour moi, on va éclaircir un petit peu plus la scène. Donc, je vais me mettre là, par exemple, comme ça. Et puis, est-ce qu'il faut changer les blancs? A priori, non. On a déjà le soleil qui est bien blanc là-bas. Sur le premier plan, on verra plus tard. La question de comment on fait pour voiler un petit peu le reste de l'image. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, souvent quand on est face au soleil et qu'on a un paysage relativement large, on a une espèce de voile qui se crée sur la photo. Donc on a plusieurs options pour ça. On peut juste décontraster et se dire, hop, je baisse le contraste, ça crée une espèce de voile. C'est l'option que je préfère le moins parce que déjà ça semble assombrir la photo. Et en gros, je ne veux pas tellement perdre de contraste, je veux juste créer un espèce de petit voile. Il y a l'option de la correction du voile, justement, vous pouvez faire en négatif, qui parfois marche bien. Ici, elle marche pas trop mal d'ailleurs, parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aussi un petit peu faire baver un peu les hautes lumières, ce qui est pas mal en fait sur un lever de soleil ou un coucher de soleil. Baver les hautes lumières, ça peut fonctionner pas mal. Donc ici, ça fonctionne bien. Et l'autre option, c'est de déboucher les noirs. Là, vous voyez, ça crée un peu ce côté un petit peu voilé. J'exagère volontairement, mais ça vous donne un petit peu une idée. Et j'aime beaucoup l'idée de déboucher les noirs, notamment pour ce qu'il y a devant. Vous voyez, ici, pour moi, on a trop de contraste, ça attire trop l'œil, ça fait trop de détails, trop de choses dans tous les sens. Donc, je vais déboucher les noirs. Je ne vais pas trop me focaliser sur le tout premier plan. Je vais aller plutôt derrière parce que je sais que je vais la recadrer, moi. Sinon, on va la recadrer tout de suite, la photo. Ça, on retouchera la photo recadrée. Pour moi, le plus important dans cette photo, c'est plutôt les coquelicots, plus que le ciel. Le ciel est joli, mais ce n'est pas le sujet principal. J'aime bien me mettre en 16/9 sur des photos qui sont très en largeur. Donc, je vais faire attention en bas à ne pas couper de coquelicots. Si je me mets comme ça, là, j'en coupe 1, 2, 3, 4. C'est pas terrible. Si je remonte ici, alors le problème, c'est qu'il y en a partout des coquelicots. Donc, si je veux éviter de couper celui-là, je remonte et hop, je me mets à couper un autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, là, en dessous. Donc là, je ne coupe pas celui-là, je ne coupe pas cela. Et puis, il me reste que celui-là qui déborde. Et on s'en occupera après. Ici, sur la gauche, on coupe un peu des coquelicots aussi. Je vais revenir là. On a la chance d'avoir un endroit où il n'y a pas tellement de coquelicots qui croisent la ligne là. Et puis sur la droite, alors c'est pas choquant, on peut les laisser comme ça parce qu'il y a beaucoup de coquelicots partout. Donc on peut laisser comme ça. Là, vous voyez que j'ai une composition qui est encore relativement centrée. Donc si je veux plutôt essayer de me focaliser sur le premier plan, j'ai intérêt à baisser un petit peu le haut, à partir un petit peu dans la règle des tiers en particulier. Donc je vais baisser un petit peu par là, mais du coup ça veut dire que ça recadre. Et je vais probablement recadrer un petit peu par là aussi. Là-bas, il y a un poteau qui m'embête un peu. Quoique j'aime bien ces coquelicots-là, je vais peut-être les garder. On va faire ça, comme ça c'est pas mal. Voilà. Tac. Voilà, c'est plus équilibré, j'aime bien. Vous voyez, on n'est pas pile sur la ligne de tiers, hein. C'est vraiment une idée générale de se dire on donne plus d'importance sur le sujet principal. Et là, l'avantage, c'est qu'on a le soleil qui vient équilibrer et contrebalancer un petit peu tout ça en termes de compo. Donc voilà, je continue. On est un petit peu trop sur les noirs là. Du coup, je vais les rebaisser un petit peu. Voilà. Et la correction du voile dont je vous parlais tout à l'heure, on peut la baisser un petit peu par là. Voilà. Pour moi, la photo devient un petit peu trop claire. Je vais rebaisser l'exposition. C'est beaucoup de petits ajustements comme ça, hein, de toute façon. Et voilà. Ensuite, là, on part sur quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'idée d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil. C'est juste, il y a beaucoup trop de détails devant. Comment je peux adoucir un petit peu ça? La clarté, si je la pousse par là, clairement, ça va augmenter les détails. C'est pas ce que je veux. Parce qu'en fait, quand on regarde cette scène, on voit surtout, il y a une grande étendue de coquelicots. On n'enregistre pas l'information comme étant, il y a cette tige de coquelicot, et puis il y a cette tige-là, et puis il y a ce petit bourgeon-là. Oh, regarde tous les détails sur ce bourgeon. Et en fait, quand on augmente la clarté, c'est ce qu'on fait. On dit aux gens qui vont regarder la photo, focalisez-vous sur le détail autour du bourgeon, tous les détails qu'il y a devant. Et c'est clairement pas ce qu'on veut faire. La clarté négative, c'est rare que ça marche bien. Donc je ne vais pas en abuser. Heureusement, dans Lightroom, on a la chance d'avoir le bouton texture maintenant depuis quelques temps, qui est plutôt pas mal, parce que quand on l'augmente, il va augmenter les détails de façon un peu subtile, et quand on le baisse, je vais le faire fort, mais vous allez me pardonner, quand on le baisse, ça crée cette espèce d'effet Horton. Et du coup, c'est assez pratique, il n'y a pas besoin d'aller en Photoshop pour le faire. Là, il est clairement trop fort. Mais l'effet Horton sur des coquelicots, ça parle un peu à notre imaginaire, dans la mesure où on a vu énormément de photos ou d'images ou de vidéos un peu cheap
de gens qui se baladaient dans les coquelicots comme ça, justement au coucher du soleil, et qui avaient souvent appliqué cette espèce de filtre un peu Orton et tout ça. Donc ça marche bien. Je vais essayer de le faire pas trop. L'idée, c'est que ce soit pas trop visible qu'on l'ait utilisé. Quelque chose comme ça me paraît bien. OK? Ensuite, on va s'occuper un petit peu des couleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la saturation? Je joue toujours sur la saturation en premier. Là, je vais regarder toutes les couleurs sauf les coquelicots. Pourquoi je ne regarde pas les coquelicots? Parce que les coquelicots, ça fait partie de ces quelques éléments, quelques rares éléments où notre cerveau enregistre la couleur moins forte qu'elle n'est dans la réalité. C'est-à-dire que les coquelicots, c'est d'un rouge pétant, hyper pétant, comme des tulipes. Souvent, on peut avoir ça, des tulipes rouges, par exemple. Et ça fait partie des seuls objets où, généralement, depuis le RAW, je désature la couleur, parce que la couleur est trop forte par rapport à ce que notre cerveau a enregistré. Donc, je ne vais pas faire attention aux coquelicots. Je fais attention plutôt à l'herbe, à la couleur de l'herbe. Là, elle me plaît bien, on est dans les verts chauds. Je n'ai pas envie d'aller trop fort non plus. Et si je regarde un peu la vibrance, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça apporte un peu à l'herbe, donc on va mettre un peu de vibrance aussi. Voilà. Là, on a des couleurs qui me plaisent bien. Et ben maintenant, on va désaturer un petit peu nos rouges. Je vais me mettre sur saturation. Désaturer un peu les rouges des coquelicots, pas trop évidemment. Là, c'est trop. Voilà. Pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. OK. Ça m'a l'air un poil trop saturé quand même, ça. Comme j'ai rajouté de la vibrance. Voilà. OK, là on n'est pas trop mal sur le premier plan. On va regarder le ciel. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le ciel? Alors, on va mettre un filtre dessus. Tac, un filtre gradué ou dégradé. Alors, est-ce qu'on a intérêt à le réchauffer le ciel? Pas vraiment. Si je le réchauffe, ça fait un truc un peu uniforme. On perd le côté, le petit coin du ciel bleu qu'on avait. Si je le refroidis, le problème c'est qu'on perd le côté chaud qu'on avait par là. Donc je pense qu'en termes de température, on n'est pas trop mal. Par contre, on veut peut-être le saturer plus, le ciel. Autant les coquelicots, il n'y avait pas tellement besoin de les saturer plus, autant le ciel, ça peut gagner à être un peu plus saturé. Si je baisse les hautes lumières, il faut faire très attention, le ciel, à pas trop baisser les hautes lumières, parce que quand on baisse trop, on se retrouve avec des trucs qui font pas naturel du tout. Ça, c'est pas du tout naturel. Et notamment, c'est là du bleu sombre comme ça, du bleu gris, des nuages gris sans vraiment de blanc dedans, c'est pas naturel en fait ça. Donc, il faut vraiment éviter ça. Parfois, en remettant du blanc, on arrive à compenser, à revenir sur quelque chose d'un peu plus naturel. Là, c'est pas trop mal. Je vais l'atténuer quand même, en remettant un peu les blancs. Voilà. Et puis, une petite chose que j'ai apprise récemment et qui est plutôt sympa pour éviter d'avoir ce soleil un petit peu trop présent comme ça, c'est, on va prendre un gros pinceau par exemple, et puis on va mettre un petit peu de correction du voile négative, un petit peu d'exposition, un petit peu de couleur chaude, et on vient juste faire une tache, pouf, par-dessus. Oula, je suis allé trop fort sur le chaud là. Hop là. Faut pas y aller trop fort. Tac. Et la correction du voile, vous voyez, ça crée cette espèce de halo. Si j'y vais à fond, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc, c'est pas top en fait là. C'est pas top. On va le faire autrement. On va le faire avec un filtre radial. Alors, moi, je le veux inversé. Et on va venir le mettre ici sur notre soleil. Un petit peu penché comme ça. On va le faire un peu plus grand. Tac, tac. Voilà. Il ne faut vraiment pas y aller fort sur la température, hein. Surtout que c'est déjà chaud dans le ciel. Voilà. Voilà. Et il faut vraiment bien doser la correction du voile parce que tout se joue là-dedans, en gros. On peut même parfois mettre un peu plus de haute lumière. Voilà. Hop. Et donc quand je fais ça, vous voyez on a un soleil qui est un peu plus diffus et qui correspond un peu plus à ce qu'on voit en vrai. Je vous dis, sauf si vraiment vous regardez le soleil droit dans les yeux, quoi. Donc vous voyez, hop, la différence quand je l'enlève et quand je remets le filtre. Donc voilà, on a retouché cette photo et vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée de comment on peut retoucher une photo de ce type-là. Celle-là, je vais la faire très rapidement parce qu'on va passer aux autres modes de photo. Alors on dit de faire attention entre ce que je dis et le décalage parce qu'en fait, il y a un petit décalage de quelques secondes entre ce que vous voyez et ce que je dis. Malheureusement, vous avez le son avant. Donc j'espère que ce n'est pas trop gênant à suivre. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Donc ici, quand on analyse un peu la scène, c'est différent parce qu'on a cette espèce de graduation de couleur qui va du chaud vers le froid, en fait, qui est très présente. Et donc c'est un petit peu différent de la photo d'avant où tout était à peu près dans les chauds.
Donc là, on va récupérer les détails dans les hautes lumières, on va récupérer aussi dans les zones sombres, mais attention, faut pas oublier qu'on est toujours face au soleil. Je vais augmenter un peu l'expo aussi. Voilà. Je vais faire vraiment rapidement celle-là. Juste pour vous dire, essentiellement sur cette zone-là, vous voyez ces arbres-là, je dis juste, faut pas oublier qu'on est à contre-jour, face à la lumière, même si le soleil n'est pas directement dans les yeux. Et donc là, quelque part, on a trop de détails dans les ombres. Si vous vous souvenez, on est zoomé juste devant le soleil. Les ombres ne doivent pas être si fortes que ça. Là, je vais baisser les ombres pour avoir juste ce qu'il faut de détails. D'accord? Et c'est assez cohérent avec le reste de la photo. Ici, on pourrait en avoir un petit peu plus, mais dans l'ensemble, c'est assez sombre de ce côté-là. Donc, on va juste éclaircir un poil de ce côté-là. Voilà. Et puis ensuite, tout se joue sur les couleurs, en fait. Et sur les couleurs, c'est une question de température. Est-ce que la balance des blancs automatique a bien fait son job? A priori, pas trop mal, vu qu'on avait du bleu, on a du violet, on a du orange. Donc, normalement, la balance des blancs automatique est plutôt bonne. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la balance des blancs? Bah, vous voyez que petit à petit, le orange se diffuse dans la partie violette du ciel. Ça donne l'impression que le ciel était encore plus dingue que ce qui était le jour même, mais si je le pousse trop, ça fait quelque chose de pas réaliste du tout en fait. Parce que on sait qu'il y a cette espèce de graduation dans le ciel normalement, puis on perd toutes les teintes un peu violettes. Donc, je pense que c'est un petit peu froid, donc on peut en rajouter un petit peu, mais vraiment pas plus que ça, quoi. Pas trop, pas trop. Pareil sur le magenta, si je joue un petit peu dessus, d'un seul coup, j'ai une photo complètement violette, ce qui ne correspond pas à la réalité. Ici, devant, je suis violet, alors que normalement, je dois être vraiment dans du bleu. Donc, à voir s'il y a besoin de rajouter un petit peu ou pas, mais là, normalement, on est plutôt bon. Sur ce type de scène, souvent, le reflet, la réflexion est un petit peu plus sombre que le ciel. Donc, moi, j'aime bien essayer de rééquilibrer un peu les deux. Donc là, typiquement, je vais prendre un filtre gradué comme ça, et puis remettre un tout petit peu de lumière dedans. Voilà. Et puis parfois, ça peut être intéressant de travailler son premier plan, mais ce n'est pas le sujet du jour, donc je voulais juste vous montrer un petit peu ces choses-là. Et la dernière chose qui peut être pas mal sur celle-là, c'est de rajouter un vignetage. C'est une scène qui peut profiter d'avoir un vignetage parce qu'en fait, de base, on s'attend à ce que la scène ne soit pas homogène. On s'attend à ce que la lumière qui est au centre ne soit pas la même que sur les côtés, soit pas la même qu'en bas. Donc ça s'applique, ça se prête très bien à du vignetage. Et donc typiquement, c'est le genre de scène où on va mettre notre filtre radial vraiment sur la zone centrale, on va dire, la zone d'intérêt principal. Hop, et cette fois-ci, pas besoin d'inverser, et on va rajouter notre vignetage en baissant un petit peu l'exposition sur les bords. Et à nous de voir jusqu'à quel point on veut le mettre. Voilà, je vais peut-être rajouter un petit peu de blanc quand même à l'extérieur. Et là, on a quelque chose de plutôt sympa. Voilà, donc voilà un petit peu comment je ferais sur cette photo-là. Vous voyez que la retouche est un petit peu différente de la photo d'avant, même si on est quand même face au soleil, on a des conditions très particulières. Là, on est sur une photo beaucoup plus simple quelque part. Pourquoi plus simple? Parce que là, le soleil, il est derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de recréer? On va essayer de créer un contraste de couleurs, des contrastes entre la lumière et les ombres, mais aussi ne pas oublier qu'on voyait beaucoup de détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Donc, c'est typiquement le genre de photo où, à la base, on fait facilement, hop, je baisse les hautes lumières, hop, je débouche les ombres. Parce qu'on sait qu'on doit normalement percevoir pas mal de détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Ensuite, je vais me baser un petit peu sur cette partie-là, les parties éclairées comme ça, souvent par un soleil un peu fort. C'est souvent les parties qui sont les plus dures à corriger, surtout si après on va essayer de réutiliser un pinceau pour aller les choper, tout ça. Donc je préfère me baser là-dessus. Là, pour moi, la scène est trop claire. Donc je vais baisser un petit peu l'expo jusqu'à retrouver une exposition qui est correcte. Quelque chose comme ça. Voilà, il ne faut juste pas que ça m'éblouisse en fait. Et là, ça éblouissait tellement c'était clair. On a du coup nos ombres qui se sont encore foncées. Donc je vais déboucher un petit peu plus. Les hautes lumières, normalement, on n'a pas tellement besoin d'y jouer, encore un petit peu si on veut. Allez hop, voilà. Le problème, c'est que quand on baisse les hautes lumières et qu'on augmente les ombres aussi violemment que ce que je viens de faire, on perd fortement en contraste et en détail. Or, on a vu que c'était des zones qui étaient très contrastées et très détaillées. Donc pour ça, on va jouer avec les blancs et les noirs. Donc c'est comme pour ça que je dis que c'est des questions vraiment classiques, c'est-à-dire qu'on va chercher le point blanc, on va chercher le point noir. Donc pour chercher le point blanc, on va pousser les blancs pour voir justement quand on arrive un petit peu au point blanc là-haut, là j'ai poussé un peu fort, je baisse encore un petit peu, et je baisse un petit peu notamment parce que ici, ça commençait, donc ici sur la gauche de l'arche, ça commençait à devenir un petit peu trop saturé, un petit peu trop pétant aux yeux. Voilà. Et puis dans les noirs, je vais les baisser aussi
pour retrouver du contraste aussi dans les ombres. Voilà, donc là on a une scène qui se recontraste un petit peu, c'est bien. Elle me paraît un peu sombre pour le coup. Mais le problème, c'est que si je réaugmente l'exposition, on va avoir un souci dans la zone là-haut à côté de l'arche. Donc c'est pas ce que j'ai envie de faire. Est-ce que si je remets un petit peu de voile, ça permet de résoudre le problème? Pour le coup, ça résout pas trop mal. Parce que si je remets un petit peu de, enfin, si je remets un petit peu de voile, effectivement, l'avantage, c'est que ça va pas forcément baisser mon exposition sur la zone plus claire, mais ça va un petit peu la désaturer comme je voulais. Donc ça, c'est pas trop mal. On peut recompenser un petit peu en remettant des noirs si on veut. Voilà. Et on n'a toujours pas touché à la vibrance, à la saturation, etc. Donc là, on va y toucher un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, parce qu'on est aussi sur une scène où c'est très saturé à la base. Est-ce que si je sature comme ça, c'est bien? Non, clairement, c'est trop fort. La saturation ici est à peu près bonne. Je vais jouer un petit peu sur la vibrance pour qu'il aille plus saturer les couleurs qui ne sont pas déjà trop saturées. Donc justement, il va laisser un peu tranquille le orange et resaturer un petit peu le ciel, le vert, et puis surtout la couleur de la roche qui est un peu rosée devant. Donc moi, comme ça me va. Ensuite, si on reste sur les couleurs pour l'instant, est-ce qu'on est bon sur les couleurs? Je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est vraiment pas trop mal. Dans l'ensemble, on est bien. On va regarder maintenant, à part peut-être le ciel qui est un peu trop saturé sur la partie droite là-haut. Donc ça peut se corriger. Comme vous savez, si on est quasiment à 180 degrés, le ciel devrait être à peu près homogène. Donc ça peut être sur ce genre de cas où on se dit, allez hop, on va mettre un grand filtre, bien large, hein, pour éviter de voir les séparations. Et qu'est-ce qu'on va faire? On augmente un petit peu l'expo. C'est pas mal si on augmente l'expo. Ça vient rendre le ciel un petit peu plus homogène. Voilà. Il était peut-être un peu trop bleu aussi. Non, peut-être pas, c'était bien ça. Donc là, on a déjà quelque chose d'un petit peu plus homogène dans le ciel, donc ça me va mieux. Voilà. Et puis ensuite, on a premier plan, les ombres, etc. Donc pour le premier plan, on a une magnifique roche avec plein de détails, et là, ça ne ressort pas. On a aussi une arche qui est plus sombre que ce qu'il y a en haut. Le reflet est beaucoup plus sombre que l'arche normale. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Donc, on va faire notre petit filtre dégradé, qui va aussi juste un petit peu choper les ombres là-haut, même si elles sont moins importantes visuellement pour l'image, donc on va moins y prêter d'attention. Et ici, on va commencer à regarder la clarté, la texture, l'exposition. On va commencer peut-être par l'exposition, c'est le plus facile. Donc je peux la relever un petit peu. Hop, si je la relève un peu comme ça, là on commence à avoir une arche qui a à peu près la même exposition qu'au-dessus. Par contre, mes ombres sont trop claires. Donc dans cette partie-là, je vais prendre mes ombres et je vais les redescendre un petit peu. Quelque chose comme ça. Je peux même réexagérer un petit peu sur les noirs. Et du coup remonter un petit peu l'exposition. Voilà. Et ensuite, là on va s'amuser. Les pierres adorent la clarté, si vous voulez les mettre en valeur en tout cas. Donc on va en mettre, pas trop, sinon évidemment ça ne fait pas naturel. Mais on peut y aller quand même. Et la texture, ça peut aider aussi un petit peu pour les pierres. Par contre, ça va être pas terrible sur les buissons, mais les buissons sont dans la partie en transition, donc c'est un petit peu moins gênant. Donc là, on a quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Et puis quelque chose que j'aime bien faire souvent sur les premiers plans pour les faire ressortir sans augmenter l'expo, c'est booster les blancs. Et là, ça marche pas mal. Voilà. En termes de recadrage, on ne s'est pas tellement amusé à recadrer. Je pense qu'on va recadrer un tout petit peu sur la gauche, parce que là, il y a des choses qui ne sont pas forcément super intéressantes. On va essayer de garder la symétrie entre le haut ici, voilà, avoir la même distance entre le haut de l'arche, là-haut, et le bas de la photo. Et là, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Ok. Pour moi, on est pas mal sur cette photo-là. Est-ce qu'on met du vignetage sur ce type de photo? Typiquement, habituellement, moi, j'en mets pas. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, on a un ciel qui est plutôt homogène, on a une lumière qui est plutôt homogène dans les ombres. Si je viens mettre du vignetage, je crée un déséquilibre en fait dans le ciel entre des parties qui deviennent sombres et des parties qui sont claires, alors que naturellement c'est pas le cas, ça ne va pas être comme ça. En plus, souvent le vignetage il permet d'attirer l'attention sur le centre de l'image. Là ici, alors non seulement le sujet principal n'est pas complètement au centre, il est plutôt décalé, mais en plus de ça, on n'a pas besoin d'attirer l'attention dessus. Il y a tellement de contrastes de couleurs
qu'on le voit tout de suite le sujet. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter en fait, pas besoin de faire des artifices supplémentaires. Voilà. Et on va passer à la dernière photo, qui celle-ci est un petit peu plus complexe pour le coup, et parce qu'elle est dans cet entre-deux justement, où on a une partie éclairée par le soleil à droite et une partie qui est vraiment clairement dans la transition à gauche. Vous voyez qu'on est à 32 mm, donc c'est assez large, donc c'est logique qu'on ait du chaud d'un côté, du froid de l'autre, moins de détails dans les ombres d'un côté, plus de détails dans les ombres de l'autre, etc. Alors, juste quelque chose que je n'ai pas précisé, mais évidemment, l'appareil photo capture aussi les choses de cette manière-là. Si on regarde là tout de suite, alors attendez, je vais juste monter un peu l'expo pour vous donner un peu une idée. Si on regarde là tout de suite, on voit effectivement un peu moins de détails dans les ombres à gauche que dans les ombres à droite. D'accord? Donc l'appareil prend déjà en compte ça, puisque c'est la réalité. Mais souvent, pour, comment dire, pour renforcer l'effet d'une photo, on va insister sur les éléments naturels et les booster un petit peu en fait. Donc c'est juste ça qu'on essaie de recréer depuis tout à l'heure, c'est accentuer un petit peu ce qui se passe naturellement. Donc on a ici, je vais rebaisser un peu mon exposition, peut-être pas tant que ça quand même, parce que là clairement c'était exposé à droite, hein, c'était exposé pour pas cramer la partie droite, mais du coup tout le reste est vraiment trop sombre. Donc on peut remonter un petit peu, là je vais me focaliser un peu sur les ombres pour avoir quelque chose qui me plaît. Voilà, on va baisser un petit peu les hautes lumières pour récupérer quand même un peu de détails là-bas. Vous voyez l'effet que ça a sur les montagnes là-bas, quand je baisse les hautes lumières, ici à droite. On récupère pas mal de montagnes alors que là on était vraiment perdu dans la lumière. Donc j'essaie de récupérer un petit peu. Logiquement, on doit avoir un peu plus de voile là que devant, qu'au premier plan où on a moins de voile. Donc voilà. On va faire un petit peu nos réglages globaux et puis ensuite on verra ce qu'on peut faire à chaque endroit. Donc je vais déboucher un petit peu les ombres. Voilà. Les blancs, les noirs. Alors le problème c'est que si je les fais en réglage global, les blancs ils vont venir me cramer mon ciel là-haut. Donc il ne faut pas que je le fasse en réglage global. Les noirs, c'est un petit peu la même chose. Si je baisse les noirs, je vais perdre la partie un petit peu vaporeuse qu'on avait sur la droite, je la perds. Alors que sur la gauche, c'est plutôt, ça tombe dans la logique de la photo en fait. Donc c'est pareil, ça on va le séparer. Texture, clarté, correction du voile, tout ça c'est des choses qu'on va faire séparément. Donc en fait, là on arrive dans la partie où on va se dire, ok, on va faire les choses en deux fois. On va faire un filtre gradué pour cette partie droite. Alors on va faire des grandes graduations, parce que là, il faut vraiment que ça se fasse progressivement. Et donc sur cette partie droite, si vous avez bien suivi, on va réchauffer un peu. Un tout petit peu de magenta. Voilà. Si je sature à fond, ça me donne quoi? Là, on a des couleurs qui sont pas mal naturelles, ça me plaît. On va d'ailleurs saturer un petit peu tout ça. Voilà, donc là, on recrée cette espèce de voile un peu chaud sur l'ensemble de la partie droite de la photo, comme on aurait si on était face au soleil, en fait, parce qu'on est tout près de cette zone-là. Donc voilà. Est-ce qu'on met de la correction du voile? Bah non, il n'y a pas besoin de revoiler encore plus. Quoique, c'est pas mal. Est-ce que par contre, on corrige le voile? Non, clairement pas, parce que là, on est sur les choses pas du tout naturelles. Par contre, en rajouter un petit peu, c'est pas mal en fait. Je vais en rajouter un petit peu. Alors, le problème, c'est que ça rééclaircit la scène. Est-ce qu'on baisse un peu l'exposition en conséquence? Comme ça. Voilà. Est-ce qu'on doit rajouter un peu de détail? Vous voyez, si je booste un peu les ombres, je récupère des choses intéressantes là devant. Il y a des détails qui sont intéressants, mais normalement, on n'a pas trop de détails dans les ombres sur cette zone-là. Donc, il faut faire attention à ça. Ok, on n'est pas trop mal sur cette partie-là. Il n'y a pas tellement besoin d'accentuer le côté voilé, parce qu'il est déjà pas mal là. Par contre, je ne vais pas trop renforcer les noirs et tout ça. Texture, clarté, ça peut être intéressant de regarder. Si je mets de la clarté, clairement, ça fait partir le voile, donc c'est pas intéressant. La texture, en revanche, peut être un petit peu intéressante. Ça peut ramener un petit peu de détails dans les ombres, c'est-à-dire que ça peut amener l'œil à regarder ce qui se passe dans les ombres. Donc ça peut être pas mal d'en mettre un petit peu. Mais encore une fois, un tout petit peu, sinon ça fait quelque chose de pas du tout naturel. Ça force le trait, ça fait des photos un peu smartphone, donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on va faire le deuxième filtre gradué sur l'autre partie de la photo. Très large aussi. On va aller récupérer un petit peu, je vais faire un petit peu plus droit, comme ça on va aller récupérer un petit peu cette partie-là, ici en bas, là où il y a les pentes un peu vertes, qui pourrait gagner un petit peu, avoir un peu plus de couleur et de détails. Et donc dans cette partie-là,
on va jouer sur les températures un petit peu plus chaudes, un petit peu plus froides, pardon, quoi qu'il n'y a pas trop besoin, parce que c'était déjà le cas. En termes d'exposition, on va rééquilibrer un petit peu. Et là, on va rajouter un peu plus de contraste. On va mettre un peu plus de noir. On peut rajouter un peu de clarté pour le coup, cette fois-ci, de ce côté-là, on a le droit. Pas trop quand même, hein, on n'est pas non plus super éloigné du soleil. Un peu de texture, ça fait pas de mal aussi sur les montagnes. En termes de saturation de couleur, on peut en mettre aussi un petit peu. Pas trop, je fais attention au ciel, est-ce qu'il ne devienne pas trop bleu pétant non plus. Il faut que ça reste doux. Et dans l'ensemble, on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal sur cette partie-là. Est-ce qu'on a intérêt à le bouger un petit peu pour la montagne là-bas? Non, on est bien comme ça. Ok, je regarde ça, la température et tout ça, on est bon. Est-ce qu'on a des couleurs qui sont un peu trop saturées par rapport à d'autres? Non, on est bien. On va remettre notre netteté un petit peu plus haut parce qu'on a pris cette photo à 100 ISO, donc si on n'a pas le droit de booster la netteté, c'est dommage. Encore une fois, est-ce qu'on met du vignetage sur ce type de photo? Ben, ça dépend. À tester, je dirais pas trop, mais on peut mettre un petit peu quand même parce que, comme vous avez compris, c'est pas une photo qui est faite pour être homogène d'un coin à un autre et du centre au coin. Donc on peut mettre un petit peu de vignetage. Je fais surtout attention à la partie qui est claire là-haut, vous voyez, la partie qui est censée être claire au soleil là. Il ne faut pas trop la baisser. Si je regarde le reste, c'est pas mal comme ça. Et en fait, pour compenser, je vais venir rééclaircir un petit peu cette partie-là. Voilà, quelque chose comme ça. Tac. Et là, on a une photo qui me plaît vraiment pas mal et qui, pour moi, reproduit vraiment bien ce que j'avais vu sur le moment, ce que j'avais ressenti sur le moment. Donc voilà un petit peu pour les retouches de ces trois photos. Vous avez vu que je les ai retouchées vraiment de façon complètement différente les unes des autres. Et tout ça étant basé uniquement sur qu'est-ce qu'on perçoit sur ce type de scène et comment ne pas aller à l'encontre de ce qu'on voit naturellement. Donc, ne faites pas point noir, point blanc systématiquement sur vos photos de coucher de soleil. N'allez pas non plus chercher à booster les couleurs à fond. Il y a des cas où ça vaut le coup, il y a des cas où il vaut mieux pas trop les booster. On pourrait même pousser un petit peu le vice en allant sur du virage partiel, par exemple, sur certaines photos, en disant bah là, les hautes lumières doivent être un petit peu plus chaudes et les ombres un peu plus froides. Ici, non, clairement pas ici, parce que ici, si je rends les ombres ici froides, ça va créer quelque chose qui n'était pas naturel, parce que ça va m'enlever un peu mon voile. Mais sur la photo, sur cette photo-là, par exemple, on peut tout à fait, effectivement, si jamais on n'avait pas un paysage aussi saturé que ça, faire un petit peu de virage partiel, justement, pour mettre un petit peu de chaud dans les hautes lumières et un peu de froid dans les ombres. Ici, par exemple, on pourrait le faire. C'est quelque chose qu'on pourrait faire ici. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu une idée de toutes ces petites retouches différentes les unes des autres. Et donc, je vais m'attaquer à vos questions. Je vais aller voir un petit peu votre liste de questions maintenant. Hop, et il y en a beaucoup. Alors, si je remonte, je ne sais pas dans quel ordre je vais les prendre. Alors, bonjour, j'ai loupé une bonne moitié, y aura-t-il un replay? On va essayer de faire un replay, oui. On va essayer de faire un replay avec BenQ. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il sera mis en ligne, parce que c'est plutôt du côté de BenQ où ça se gère, mais on va essayer, oui, de pouvoir la mettre sur la chaîne de BenQ au minimum. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison avant-après? Oui, Patrice, je peux faire une comparaison avant-après, mais ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où on part d'une photo qui a vraiment été prise pour pouvoir la traiter. Si je prends l'exemple de cette photo-là, par exemple, avant-après, donc avant, elle était comme ça. Et cette photo-là, je l'ai prise volontairement sous-exposée parce que je ne voulais pas cramer ce qu'il y avait là-haut, dans le coin en haut à droite. Donc, par exemple, ici, l'avant-après n'a pas tellement de sens parce que je n'ai pas pris cette photo telle que mes yeux l'auraient vue en faisant juste, hop, un petit coup d'œil. Donc, pour ce cas-là, non. Est-ce qu'il y a une autre photo ici? Peut-être l'avant-après pour être un peu plus parlant. Donc voilà, l'avant est comme ça. Donc là, on a des... pareil, j'ai exposé à droite. Hein, normalement, j'aurais dû être un petit peu plus sombre. Là, ici, j'ai voulu, moi, dans l'après, mettre surtout plus de détails sur la partie premier plan. Ce qui est un petit peu dangereux, en fait, avec les avant-après, c'est que souvent, quand on fait l'avant-après, on se dit « Ouh là là, j'ai beaucoup trop retouché ma photo » ou « Je ne l'ai pas assez retouché » ou « C'est bizarre ». Parce qu'en fait, notre cerveau, forcément, va se dire « Ça, c'est la référence ». Et donc, souvent, ça choque.
Ce que je vous conseille, parce que en général, quand on retouche, voilà, moi quand je vois cette photo retouchée là, je me dis, oulala, j'y suis allé fort sur le premier plan. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de soit fermer les yeux, soit vous mettre en noir et blanc, soit partir de la pièce et revenir 5 minutes après avec juste cette photo affichée. Et vous revenez 5 minutes après avec des yeux tout neufs et vous regardez, est-ce que cette photo affichée comme ça, elle me choque ou pas? Mais quand on vient de faire les retouches, qu'on a fait plein de détails dans tous les sens, c'est difficile de s'en rendre compte à ce moment-là, en fait. Donc voilà plutôt ce que je conseillerais plutôt que de faire un avant-après. Alors, en fait, je vais reprendre dans l'autre sens parce que comme vous continuez de mettre des questions, euh, normalement, il y a un truc où je peux dire que j'ai... tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Oui, tout va bien, ça marche. Alors, je vais même élargir la case des questions. Comme ça. Désolé, hein, je suis un petit peu dans le... Je prends un petit peu contrôle de la pièce, là, des outils. Alors, comment tu as fait ton panorama? Alors, on n'est pas tellement dans le thème du jour, mais c'était un panorama fait au 50 mm. Là, ensuite, on parle de matos. Comment avoir le chat des autres? Il n'y a pas de chat. Euh, les photos que tu fais voir sont en fichier brut RAW. Oui, c'est des. Enfin, les premières que je vous ai montrées, non, c'était des JPEG que j'avais retouchées. Et ensuite, on a retouché les RAW. Les photos ont été prises avec ou sans filtre. Toutes ces photos-là ont été prises sans filtre. Attendez, je ne dis pas de bêtises quand même, je vais vérifier. On va se remettre dans la bibliothèque. Hop là. Sur les photos qu'on a retouchées, en tout cas, si celle-là, si je dis pas de bêtises, celle-ci, j'avais un filtre sur le haut de la photo. Un filtre gradué, mais pas les autres. Voilà. Une seule ou plusieurs poses pour chaque photo. Et ben pour cette photo-là, c'était un HDR, mais pour les autres, c'était une seule pose. Là, le filtre m'a permis de faire une seule pose, et aussi parce que je sais que Sony a des très bons capteurs. En gros, celle-là a été prise avec le 70D, donc j'étais obligé de faire un HDR, en gros, et j'avais pas mes filtres. Ici, avec le filtre, et en sachant que je peux très bien déboucher les ombres et tout ça, parce que j'ai un appareil qui a une bonne plage dynamique, je savais que ça suffisait, que j'avais pas besoin de faire de HDR. Ici, c'est sans filtre, hein, c'était fait au 70D aussi. Et ici, sans filtre aussi, on a une scène qui est peu contrastée à la base, donc il n'y a pas besoin de filtre. Alors, pourquoi ne pas utiliser une charte pour ensuite avoir une bonne température de couleur? Ça, c'est une très bonne question. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. C'est que si on est au soleil de midi, oui, utilisons une charte et puis on clique sur le blanc de la charte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une charte, c'est qu'on a des papiers avec différentes couleurs, ou bien avec des blancs et des gris. Et puis comme ça, on vient venir mettre notre pipette de balance des blancs sur cette partie-là de la photo ensuite. Et ça nous permet d'avoir une balance des blancs très juste, en fait, d'avoir un blanc qui apparaît blanc. Oui, sauf que dans la réalité, sur ta scène, quand tu vois un coucher de soleil en particulier, le blanc n'est pas blanc. Quand tu vois un coucher de soleil, tu regardes un coucher de soleil sur une façade de maison blanche, ton blanc, il est blanc crémeux, blanc crème, qui tire un petit peu vers le jaune orangé. Donc, faire sa balance des blancs là-dessus va forcément faire une balance des blancs trop froide, en fait. Alors, au niveau du profil, tu restes en Adobe couleur. Pourquoi ne pas passer en Adobe standard? Je t'avoue que je n'ai pas fait attention au profil que j'utilisais, donc je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne peux pas, je peux pas te dire. Vous pouvez faire un avant-après. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison avant-après? Alors, ça, on les a vus tout à l'heure. Lors de la prise de vue, comment photographier les couchers de soleil? Faut-il faire du HDR si possible ou autre chose? Alors, sur la partie prise de vue, c'est une très bonne question. Sur la partie prise de vue, ça dépend évidemment des cas. Si vous êtes dans un cas où le soleil n'est pas encore levé ou est déjà couché, typiquement des photos de ce type-là, on n'a pas forcément besoin de faire un HDR. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça dépend de votre matériel et ça dépend de si vous avez des filtres ou pas, en fait. L'avantage des filtres, c'est que ça permet tout de suite de visualiser sur la photo, à la prise de vue, ce que donnera notre photo finale, en fait, en gros. Ça permet de baisser, bon, si on prend un filtre gradué de 3 stops à peu près, ça permet de baisser la luminosité du ciel suffisamment pour pouvoir... Ça fait comme si ça avait boosté vos ombres, en fait, en quelque sorte.
Donc ça permet de savoir s'il y a besoin, en plus du filtre, de faire un HDR, ce qui peut arriver parfois quand vous avez le soleil en plein dans l'image. Maintenant, faites attention, il n'y a pas besoin, à part dans des cas spécifiques comme celui-là, par exemple, il y a pas, en général, il n'y a pas besoin d'avoir un soleil tout rond, c'est-à-dire on peut se permettre de cramer un petit peu au-delà du soleil. Si je prends cette photo-là, par exemple, ici, le soleil, on ne voit pas juste la boule du soleil. On voit une zone claire autour et une zone cramée autour, mais c'est normal et c'est pas gênant parce que c'est comme ça qu'on le voit en vrai, en fait. Donc, c'est pas forcément choquant d'avoir une zone cramée un peu plus large que le soleil. Mais après, si vous voyez effectivement que, en fait, voilà, il faut se régler pour les hautes lumières et se dire qu'est-ce que je veux avoir comme haute lumière cramée, le soleil plus éventuellement une petite zone autour. Et une fois qu'on s'est mis exactement dans cette configuration-là, on prend sa photo et on voit est-ce que j'ai vraiment des ombres très foncées, des noirs que je ne pourrais pas déboucher. Et si c'est le cas, alors il faudra passer en HDR et faire 3 photos à ce moment-là, une plus claire, une plus sombre et une au milieu. Sauriez-vous supprimer le flair de votre dernière photo? C'est une très bonne question et malheureusement, je ne suis pas assez bon en Photoshop pour la supprimer. Mais si vous avez une technique pour ça, je suis preneur parce que celui-là, là, ce rond, il me tape sur les nerfs. Et j'aimerais pouvoir le supprimer et je ne sais pas faire. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu à la prise de vue. Si je l'avais vu à la prise de vue, j'aurais fait en sorte de ne pas l'avoir. Il y a plein de techniques pour ne pas avoir de flair à la prise de vue. Typiquement, vous pouvez faire une photo. Alors, il y a les pare-soleil, mais sur des photos au grand angle, c'est pas toujours très efficace. Mais typiquement, vous pouvez faire une photo où vous masquez, vous allez mettre votre main par-dessus. Typiquement, on pourrait quasiment voir peut-être même on verrait peut-être ma main dans la diagonale ici, mais ça permettrait au moins sur cette partie-là de ne pas avoir de flair. Et ensuite, on va dans Photoshop et on vient enlever la partie où il y a ma main et on retrouve du coup le bout de la photo sans le flair. Mais sinon, enlever le flair là dans Lightroom, non. Une petite astuce pour le focus sur le champ de coquelicot. Pas évident avec la profondeur de champ et le premier plan très proche. Oui, c'est vrai. Alors, je vous ai dit que j'avais pas fait de. J'avais pas fait de. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure là-dessus? J'ai peut-être fait. Si, j'ai fait un HDR là-dessus. Donc, j'ai pas fait de focus stacking sur celle-là. Mais le problème, c'est que j'ai plus la profondeur de champ. Je devais être facilement à f16 aussi, à mon avis, hein, sur cette photo-là. Je pense pas avoir fait un focus stacking plus HDR en même temps, mais c'est possible, on peut faire ça aussi. Focus stacking consiste à euh, faire la mise au point sur un sujet très proche, puis faire la mise au point un peu plus loin, puis faire la mise au point à l'infini, et ensuite Photoshop additionne tout ça pour que votre photo soit nette du début à la fin. Donc s'il y a besoin, vous le faites. Hop là. Merci, le boulot a traîné, je suis en galère avec mon Lightroom, d'accord. Si je résume, c'est le feeling du moment perçu par vos yeux. Oups là, pardon, je donnais un coup. Oui, c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont moi j'édite mes photos et dont moi je fais de la photo. Il y a des gens qui sont hyper créatifs et quand ils voient une scène, ils se disent OK, alors j'ai cette scène-là, je sais que dans ma tête, je vais pouvoir en faire ça, et puis si je fais ça, ça créerait telle ambiance, etc. Ils créent des choses nouvelles, c'est pas du tout ma façon de faire. Mais ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui fassent différemment, en tout cas. Voilà, moi j'essaie vraiment de recréer ce que je vois sur la photo. Plus je vois cette photo, plus je me dis qu'elle n'est pas parfaite en fait. J'ai un peu trop de magenta dans le ciel. Le ciel mériterait d'être retouché un petit peu. Donc faut toujours retoucher en plusieurs fois, hein. Là, si je reviens dessus, mon ciel, à mon avis, je vais le rééclaircir un peu. Comme quoi, hein. Tac. Alors, ou alors j'ai trop de magenta dans les nuages là-bas peut-être. Voilà, je vais sûrement rééclaircir un petit peu le ciel comme ça. Et peut-être me faire un nouveau filtre dégradé par là, tac, et enlever du coup la composante magenta que j'avais dans le ciel là-bas. Alors pas que ce soit trop, voilà. Et peut-être booster un peu les blancs de l'expo de ce côté-là. C'est pas évident, hein, faut repasser un petit peu de temps là-dessus à mon avis, mais elle est pas parfaite encore là. Elle n'est pas encore parfaite. Voilà, il y a des choses à refaire. Bref. Quel est ton délai en moyenne pour retoucher une photo? C'était en tout cas très enrichissant. Content que ça t'ait plu, que ce soit enrichissant. Ça dépend vraiment. Il y a des photos que je veux garder en souvenir et je ne vais pas faire plus que ça. Mon délai dans ce cas-là, c'est 1 seconde, c'est-à-dire le temps de cliquer sur le bouton auto. Et puis, il y a des photos comme celle-ci qui sont des photos que j'aime beaucoup, que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux, voire peut-être d'imprimer, voire peut-être de mettre en fond d'écran ou choses comme ça. Et pour ces photos-là, en moyenne, on va dire, je vais passer
20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes par photo, quelque chose comme ça. Et puis il y a des photos que vous voyez pas, que je retouche, et pendant la retouche, pendant ce quart d'heure, 20 minutes, je retouche et je me dis ça va pas, ou j'y arrive pas, ou finalement elle n'est pas si intéressante que ça, et du coup je vais passer un quart d'heure, 20 minutes, et puis finalement je l'utilise pas et je la jette à la poubelle, quoi. Ça arrive. Il y en a quelques-unes des fois que je garde en me disant peut-être plus tard je saurai retoucher cette photo. Les 3 photos ont été prises aux USA, pas les 3, alors ça dépend des 3 quelles tu parles, mais pour celles qu'on a retouchées, celle-ci a été prise en Franche-Comté, dans le petit village où on habitait. Celle-ci a été prise en Suède, au bord d'un lac. On était dans une petite cabane en famille, pas loin du lac. Celle-ci, évidemment, a été prise aux USA. Et celle-là a été prise au sommet du Mont Buet dans les Alpes, quand on s'est fait un lever de soleil avec les tipeurs, un truc de malade. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui montre un peu cette sortie-là. Alors, tu peux préciser comment tu augmentes la netteté? Je vous l'ai montré tout à l'heure déjà. Alors, la netteté, j'en mets souvent un petit peu avec le bouton netteté. Et ensuite, parfois, si c'est de la netteté qui va rajouter du détail, il va rajouter de la définition, on va dire, on peut le faire avec l'onglet, comment il s'appelle celui-là? Je vais vous le retrouver. L'onglet texture. Voilà. Mais il faut faire attention, parce que l'onglet texture, il est dangereux. Il ne faut pas le pousser trop fort. Intérêt des filtres gradués pour les couchers au lever de soleil, on en a parlé tout à l'heure. Intérêt des filtres gradués inversés. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les filtres gradués inversés. Pour moi, ils ont vraiment un intérêt essentiellement sur les couchers de soleil sur la mer. J'en ai pas là dans ma petite sélection, mais on va prendre cette photo-là en exemple, ou celle-là en exemple, par exemple, c'est pas mal. Donc les filtres gradués inversés, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est gradué sur le haut. En fait, tout en haut du filtre, j'en ai pas là, j'en ai peut-être pas très loin. Attendez, je vais voir si je me trouve tout de suite. Ça doit être à côté. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Tac. C'est plus facile à montrer qu'à expliquer en fait. Donc ça, c'est un normal. Et ça, c'est un inversé. Voilà. Donc, filtre gradué normal, vous voyez, il est plus foncé en haut, et ensuite c'est gradué jusqu'à être totalement clair en dessous. Filtre gradué inversé, ça se présente comme ça, je vous mets comme ça devant le... Voilà. Et donc, vous voyez qu'en fait, la partie la plus sombre, c'est vraiment la ligne centrale ici, qui est très sombre, et ensuite, c'est gradué vers le haut. L'intérêt de ça, c'est, comme je vous dis, pour les photos de mer, parce que là, ici, c'est la liaison, la division entre les deux est très brutale, donc il faut pouvoir vraiment caler ça pile sur la ligne d'horizon. Et en fait, l'intérêt, c'est vraiment pour les couchers de soleil sur la mer. Quand vous avez comme la photo que vous avez là, alors là, on n'est pas à la mer, on est à la montagne, mais j'aurais pu utiliser ce type de filtre quasiment, même si ça aurait fait une petite ligne sombre en haut des montagnes. Mais donc, l'intérêt, c'est que la zone la plus claire, finalement, est vraiment concentrée sur l'horizon. Et finalement, quand on remonte, c'est un peu plus foncé que la zone d'horizon. Donc, on n'a pas besoin d'être trop gradué sur le haut du ciel pour ne pas le rendre trop sombre. Donc, voilà, l'intérêt de ces filtres-là, c'est vraiment sur ces scènes un peu particulières. Dans quel cas conseilles-tu le HDR en paysage? Juste quand la dynamique de ton appareil photo ne te le permet pas, ou voilà, quand tu as une scène où tu te dis, tiens, là, j'ai à la fois des lumières qui sont cramées, des hautes lumières qui sont cramées, alors je ne parle pas du cœur du soleil, évidemment, qui est toujours cramé, j'ai à la fois des hautes lumières qui sont cramées et des ombres dans lesquelles je n'ai pas de détails. Ou alors, si vous savez que votre appareil photo crée beaucoup de bruit quand tu débouches les ombres. Je sais par exemple que mon 70D, quand je l'utilisais, il créait pas mal de bruit quand je débouchais les ombres de 2-3 stops, il avait créé beaucoup de bruit dedans. Mon Sony n'a pas tellement ce problème. En fait, le Sony, il est vraiment il est constant, c'est-à-dire si je suis à ISO 100 et que je débouche de 2 stops, ce sera comme si j'avais pris la photo à ISO 400 en termes de grains. Et je sais qu'il n'y a quasiment pas de grains à ISO 400. Donc ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas du tout de ne pas faire de HDR dans ce cas-là. Mais si par exemple vous savez qu'en débouchant les ombres, vous allez créer beaucoup de grains numériques, dans ce cas-là, faire un HDR peut être intéressant parce que du coup, le logiciel utilisera la photo un petit peu plus exposée pour les ombres et donc du coup, vous aurez moins de grains dedans. Tu as oublié la photo téléobjectif avec la pierre et le soleil. Alors, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Je ne les ai pas toutes retouchées, hein. Le but, c'était pas de retoucher toutes les photos. Il y en a plein que j'ai pas retouchées. Là, j'en ai retouché 3-4 juste pour vous montrer chacune des retouches différentes. A-t-on besoin de filtres pour les photos de paysage, ND, polarisant, on en a parlé. Les polarisants, alors le ND,
peut servir si vous faites des poses longues, typiquement. Le polarisant, il va servir très peu pour les couchers et levées de soleil. Il peut servir éventuellement quand on prend des photos sur le côté, comme vous avez vu, si je reprends cette photo-là, par exemple. Mais pourquoi je l'utilise pas tellement, même dans ces cas-là, c'est qu'il va venir un petit peu casser ce côté un petit peu brumeux, parce qu'en fait, là, ce sont quelque part, c'est les particules qui sont en suspension dans l'air qui vous renvoient de la lumière du soleil. Et c'est ça qui crée cet effet un peu brumeux sur la droite de l'image. Et si vous utilisez un polarisant, vous allez atténuer cet effet-là. Et du coup, c'est dommage que ce sera plus tout à fait naturel. Aucune photo ne comporte du flair. Et si, celle-là, elle en a. Celle-là, elle a un gros flair, là. L'astuce, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que c'est effectivement soit réussir à masquer et créer l'ombre au-dessus de la zone qui crée le flair, tout en s'assurant que notre main n'est pas dans le cadre, ou alors faire deux photos, une photo comme ça avec le flair, et puis une autre photo où on vient mettre notre main quelque part, même dans le cadre de l'image, juste pour pouvoir empêcher le flair d'arriver dans cette zone-là, et ensuite associer les deux dans Photoshop. Est-ce qu'un filtre ND1000 est conseillé pour les photos que nous a montrées? Absolument pas. On n'a pas de pose longue pour ces photos-là, donc il n'y a pas besoin de filtre ND1000. Comment faire des photos de paysages dans des lieux ou endroits connus pour ne pas faire les mêmes photos qui ont déjà été faites? C'est une très bonne question, ça. Moi, mon conseil, il est bon, déjà d'y aller, éventuellement d'y aller à des heures où les autres ne vont pas. Et moi, mon conseil, c'est faites d'abord la photo que tout le monde fait. Comme ça, au moins celle-là, vous l'aurez faite et vous n'aurez pas de frustration en repartant en vous disant oh là là, j'ai pas de bonne photo et tout ça. Et une fois que vous l'avez faite, vous dites bon, ok, ça maintenant c'est bon, je l'ai dans ma besace. Et ensuite, à ce moment-là, baladez-vous, changez d'angle, essayez des choses différentes, ou même plongez directement dans votre photo et dites-vous, tiens, ce coin-là, en fait, il est assez intéressant. Donc, je vais essayer de me focaliser là-dessus. Souvent, les photos faites dans des endroits connus sont souvent être faites au grand angle. Une fois que vous avez fait votre photo au grand angle, changez l'objectif, mettez un téléobjectif et commencez à regarder un petit peu dans les détails, ce qui se passe là-bas, ce qui se passe là. Prenez de la hauteur, baissez-vous. Enfin voilà, il faut bouger, quoi. J'ai pas l'onglet correction du voile et texture, c'est un plugin ou une nouveauté. Alors le texture, c'est assez récent. Correction du voile, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que ça existe. Mais effectivement, c'est dans les versions Lightroom CC, Creative Cloud. Après, voilà, je vous avais dit, il y a des moyens. Un texture, c'est un petit peu comme l'effet Horton. Quand on baisse la texture, ça fait un peu comme l'effet Horton. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'explique un peu comment on fait l'effet Horton. Et la correction du voile, on peut se débrouiller un petit peu avec du contraste, de la luminosité et les noirs. Enfin voilà, on peut se débrouiller aussi. Alors, comment tu fais pour avoir des reflets très style miroir? Alors là, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Peut-être sur cette photo-là. Mais là, en fait, il n'y a rien de spécial à faire. Faut pas mettre un polarisant. Si vous mettez un polarisant, ça va casser le reflet. Et puis, faut y aller à un moment où, par exemple, là, sur le lac, il y a zéro courant, il n'y a pas de vent. Ça, c'est un des avantages des levées de soleil. Souvent, au lever de soleil, il y a moins de vent qu'au coucher de soleil. Bon, je dis ça, mais ça, c'est un coucher de soleil. Donc, mais voilà, essentiellement, quand tu es sur place et que tu vois que ça fait un effet miroir, bah, c'est bon. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas triché, j'ai pas repris l'image pour la remettre en bas. Merci pour le live, je t'en prie, Cindy. Que penses-tu de la technique DRI pour les couchers de soleil, une alternative au HDR? Je ne connais pas la technique DRI, en fait. Donc, désolé. Retouches-tu différemment pour l'impression? Non, je retouche pas différemment pour l'impression, pas encore. En tout cas, je suis pas encore assez pointu dans les impressions pour être capable de retoucher différemment. Je crois que l'essentiel des différences se font sur la partie netteté en fait. Je sais que pour certains types d'impressions, on a intérêt à soit booster plus la netteté, soit moins en mettre. Donc c'est peut-être plutôt là la différence. Mais si tu fais tirer tes photos chez un bon imprimeur, si ton écran est bien calibré et tout ça, si tu as un bon écran, merci, thank you. Normalement, les couleurs seront fidèles et seront à peu près les mêmes. Donc, il n'y a pas de différence. Le truc sera peut-être pas des noirs aussi noirs quand tu imprimes tes photos. Belle région, la Franche-Comté, magnifique, magnifique région et très peu connue, donc c'est bien. Il faut garder ça comme un bon secret, très sauvage, il y a des super coins. As-tu une astuce pour exporter tes photos pour le web tout en gardant la qualité? Perso, je suis souvent déçu des exportations, surtout dans mes dégradés. J'ai pas d'astuce particulière, je fais la même chose depuis longtemps, j'exporte à 100%, ensuite j'upload sur les sites et j'ai rarement des soucis de qualité. Alors oui, quand on zoome sur la photo sur Facebook et que j'ai un grand ciel bleu, effectivement, on voit les tranches. Donc voilà, mais ça c'est la compression Facebook qui veut ça, qui est assez extrême, et Instagram c'est pareil. Je me dis juste que sur Facebook, Instagram et les sites comme ça, les gens regardent les photos en petit de toute façon, donc
Je me dis que c'est pas la mort, c'est pas très grave du moment que moi j'ai une belle photo chez moi, ça me suffit. Merci Sylvain pour ce très bon webinaire. Bah, je t'en prie. Euh, Merci pour la live, très instructif. On va bientôt terminer, je pense, de toute façon. Lorsque nous sommes face au soleil après plusieurs photos, il est difficile de voir la qualité de votre photo, tant la luminosité est forte autour de nous. Avez-vous une astuce? Je fais souvent plusieurs photos avec différentes vitesses car je suis souvent incapable de vérifier la qualité en direct. Ah oui, très bonne question, Amandine. Euh, comment y répondre? En fait, bon, on vous dit que le matos, ça compte pas, mais des fois, ça aide quand même. Un des avantages d'avoir un mirrorless, c'est que on peut revoir ses photos, donc on appuie sur le bouton lecture, et plutôt que de s'afficher sur le petit écran qui n'est pas très contrasté, on peut le regarder dans le viseur. Et du coup, quand on regarde dans le viseur, on est coupé de la lumière autour et on voit très bien les détails. Donc en fait, c'est plus un problème pour moi aujourd'hui, mais je comprends parce que je viens de là et sur mon 70D, c'était un problème. Donc je comprends et c'est une bonne idée effectivement de faire des photos un peu plus surexposées pour pouvoir regarder les détails que tu as dans les ombres, pour voir si ça te va. Quitte à ce que ce soit une photo uniquement pour vérifier sur place en fait. Donc, je trouve ça une bonne idée. Allez, on va terminer là-dessus. Doit-on acheter des filtres carrés gradués plutôt que des ronds à visser? C'est quoi la marque de tes filtres? Tu les conseilles? C'est fou, en fait, on a parlé de retouche photo, on a parlé d'intention, de comment on interprète les photos et tout, et on finit par parler de matos. Vous êtes terrible. Euh, alors, moi, j'ai des filtres qui viennent de plusieurs marques et j'ai fait une vidéo sur les filtres carrés, donc voilà. Euh, comment dire? J'aime bien les deux. Ce que j'aime bien en fait avec les filtres carrés, c'est que la plupart du temps, ça permet de visualiser la photo sur place. En fait, quand on est sur place, on visualise le résultat final. Et en fait, moi, je sais que dans ma pratique photo, je suis autant capable de sortir mon appareil, de prendre deux clichés, de me dire bon, bah, c'est sympa, mais voilà, photo souvenir, je repars. J'ai passé 30 secondes sur place, que d'arriver à un endroit et me dire là, c'est cool, il y a du potentiel. J'essaie quelques photos et plus j'essaye, plus j'y passe de temps parce que je veux affiner le truc, le faire de mieux en mieux, etc. Et en fait, quand je suis sur des scènes très contrastées, avoir les filtres me permet sur ces premières photos de juger le potentiel de la scène en fait, parce que je les vois quasiment comme si j'étais sur Lightroom et que j'avais débouché les ombres. Et donc, ça me permet de me dire, OK, mais là, il y a vraiment beaucoup de potentiel, donc je vais y passer une demi-heure à travailler ma compo et tout, ou moyennement le potentiel, allez, je remballe, je pars. Quoi. Donc, c'est vraiment un des avantages que je trouve. Après, ça arrive aussi fréquemment que j'utilise des filtres et après, je prends des photos sans filtre au cas où, parce que des fois, les filtres vont venir un petit peu sur la montagne. Du coup, ça va assombrir une zone qui ne devait pas être assombrie. Donc, de temps en temps, c'est pas parfait non plus. Donc voilà, c'est très cher des filtres, donc je les conseille vraiment à des gens qui font beaucoup de photos de paysages et qui savent qu'ils sont un petit peu dans le même cas que moi, qui sont capables de passer une demi-heure, trois quarts d'heure sur une scène et ça leur permet du coup de savoir très vite si ça vaut le coup de continuer sur cette scène ou pas, ou si vous aimez visualiser vos photos sur le terrain. Où tu fais imprimer tes photos, bah, j'ai fait aussi une vidéo sur les impressions de photos, mais généralement c'est, on va dire, salle digitale pour les photos que j'envoie un petit peu à tout le monde, que je vais envoyer à la famille en cadeau, des choses comme ça. Matisseo pour les photos que je vais soit accrocher chez moi ou des photos où je veux un petit peu plus de précision, on va dire. Et pour les photos que je préfère et que je veux vraiment accrocher chez moi, là, je fais tirer par ces tirages d'art, du coup. Et c'est dans une entreprise qui s'appelle, c'est une entreprise de Florian Ceau, qui est quelqu'un qui est chez les tipeurs, je l'ai connu par ce biais-là, et qui, lui, a travaillé chez Art Photolab. Donc, vous pouvez aussi aller chez Art Photolab, hein, ils font des super boulot. Mais j'aime bien Florian parce que du coup, c'est une plus petite boîte, on a énormément de contacts, on échange beaucoup. Et voilà, là, c'est vraiment aux petits oignons. Et surtout, en fait, la grosse différence quand vous faites des tirages d'art, c'est qu'ils font tourner leurs imprimantes beaucoup moins vite. Et du coup, ça imprime beaucoup plus de détails. Ça paraît bête, mais les imprimantes qui tournent très vite, vous avez beaucoup moins de détails en fait au final. Allez, je crois que c'est terminé. Merci Sylvain, bah, je t'en prie, merci d'avoir suivi tout ça. Merci pour le webinaire. Bien le bonjour depuis le Sénégal. Ah, bah cool, bonjour de la France. Merci pour le webinaire, c'était très bien, bah, content que ça t'ait plu. Webinaire très intéressant et ton partage d'expérience est super instructif. Merci Sylvain, merci BenQ, bah, je t'en prie. Est-ce possible d'avoir le nom de ta chaîne YouTube? Oui, bien sûr, Marine, ma chaîne YouTube s'appelle Mon Petit Réflexe. Voilà, elle se porte mal son nom parce que je suis sur un mirrorless maintenant, mais ça s'appelle Mon Petit Réflexe, ou sinon tu tapes Sylvain Lepoutre sur YouTube, tu trouveras. Le DRI permet d'être plus précis en théorie sur les variations entre les basses et hautes lumières. D'accord. Merci pour les conseils. Pouvez-vous recommencer cette expérience? J'apprécie beaucoup. Pourquoi pas? On verra avec BenQ s'ils sont partants aussi. C'est vrai que c'est un petit peu de boulot de mon côté de préparation et tout ça, mais en même temps,
Enfin, il y a un côté un peu, c'est limite une formation en fait quasiment que je vous donne. Et j'aime bien cette idée-là d'aller pouvoir aller en profondeur dans un sujet. On peut pas vraiment faire ça avec des vidéos YouTube où on reste pas une heure et demie comme ça. Donc c'est cool. Moi, je suis partant pour renouveler l'expérience, mais faut voir aussi avec les personnes de chez BenQ. Voilà. Bon, bah, c'est la fin. J'ai répondu aux dernières questions, donc je vais clôturer tout ça. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires par message sur les différents réseaux sociaux si vous voulez. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on refasse ça, si vous avez appris des trucs, si au contraire vous dites bah non, c'était sympa, mais je savais déjà tout. Voilà, ça m'intéresse d'avoir un retour de votre part. Bonne soirée tout le monde, à bientôt, faites plein de belles photos, amusez-vous et puis vous prenez pas trop la tête surtout. Allez, ciao! Et là, c'est le moment bizarre où il faut retrouver l'endroit où on arrête.